messieurs, bonsoir. Gabegie, exclusion, domination, corruption, crime de sang, impunité, atteinte aux droits de l'homme, en un mot, injustice. Ce sont là des mots qui minent notre société et qui continuent de faire la une des journaux dans nos pays et même à travers le monde. L'idéal serait de vivre une société où règne la justice sociale, où la bonne gouvernance prévaut. Et c'est de cela que nous allons parler. Bonne gouvernance et justice sociale. Bienvenue sur notre plateau. Et ce soir, nous avons des invités avec nous pour parler du thème bonne gouvernance et justice sociale. Je m'en vais tout de suite vous les présenter. Monsieur Siaka Koulibaly, il est responsable du réseau CID. Bienvenue, monsieur Siaka Koulibaly. Merci. À côté de moi, à ma droite, nous avons madame Salamata Ouedraogo, qui est du Diaconia. Madame est chargée du programme justice sociale et économique à Diaconia. Bienvenue sur notre plateau. Merci. À ma gauche, nous avons monsieur Saïdou Ouedraogo, qui est le secrétaire exécutif du CCEB, le cadre de concertation des ONG et associations actives en éducation de base. Bienvenue à vous. Et à mon extrême gauche, nous avons le pasteur Jean-Charles Cabré, qui est administrateur des services financiers en retraite. Bienvenue sur le plateau. Quelles sont les causes de la malgouvernance et de l'injustice sociale? Et surtout, pourquoi ces mots persistent dans nos sociétés? La pauvreté engendre la malgouvernance et la malgouvernance engendre la pauvreté. Il y a un problème de pauvreté sur plusieurs plans. Pas seulement de pauvreté financière, pas seulement de pauvreté économique, mais une certaine pauvreté dans l'organisation qui nous amène à la malgouvernance. Et il se trouve que cette malgouvernance ne lutte pas efficacement, ne lutte même pas contre la pauvreté et ne fait que engendrer encore plus de pauvreté. Il faut se dire que depuis les indépendances, nos pays ne sont pas arrivés à asseoir une administration correcte, qui fait correctement le travail au service des populations et qui vise réellement le développement et qui atteint réellement le développement. Il y a la perte, sinon le renoncement à un certain nombre de valeurs. Parce qu'on a perdu tout sens de l'éthique. On a comme fait l'option de se servir avant de servir les autres. S'il en reste en tout cas pour servir les autres. Et tout ça est de nature justement à créer des frustrations, un déséquilibre qui en fait devient inévitable quand on se comporte comme ça. Parce que, elle l'a dit, depuis les indépendances, on était peut-être dans une sorte de pauvreté matérielle, mais on avait quand même ce sens-là de l'éthique, de l'honneur, de la responsabilité, quand on se retrouvait à un poste donné. Et au fur et à mesure qu'on a évolué, bon, les valeurs ont perdu de leur poids, et maintenant on a d'autres repères qui font qu'aujourd'hui on n'a aucun scrupule, on n'a aucun engagement, aucune passion réelle pour ce qu'on fait en dehors de la passion de soi-même. Et quand c'est comme ça, forcément, ça entraîne des déséquilibres et des frustrations. Quelles sont les conséquences de ces phénomènes-là? Au niveau social, vous trouverez toutes sortes de violations des droits des individus, des droits civils et politiques. Par exemple, la liberté d'expression. Là où le gouvernement peut vraiment imposer l'ordre, c'est là où il applique les règles de bonne gouvernance et les citoyens sont obligés de suivre. Donc pour moi, la malgouvernance a pour conséquence justement la perpétuation de la pauvreté sur plusieurs fronts d'ailleurs. Ça fait que le citoyen ne se sent pas vraiment vivant dans un état de droit. Je suis dans un état de droit quand je sais que tout est pris en compte, tout est fait pour que je jouisse de mes droits. Je suis dans un état de droit lorsque je sais que lorsque je suis brimé, je peux me plaindre et avoir gain de cause. Je suis dans un état de droit lorsque je peux jouir d'un certain nombre de services sociaux de base, lorsque je peux jouir d'une éducation, lorsque je peux avoir accès à l'information, lorsque je peux avoir accès aux soins. Mais là, c'est toute une désagrégation de la société qui est amorcée lorsque vraiment c'est la malgouvernance qui s'installe. Et donc ça engendre justement des inéquités
dans tous les secteurs. Ça engendre le fait que tout le monde n'ait pas accès, par exemple, aux services de santé. Ça engendre le fait que tout le monde n'ait pas accès à une éducation de qualité. Ça engendre le fait que, par exemple, la gente féminine est toujours en reste par rapport à la gente masculine. Et la malgouvernance, c'est donc tout ce qui ne concourt pas nécessairement et systématiquement à plus de redevabilité, à plus de transparence, à plus d'équité pour permettre à tous de jouir de façon équitable des fruits de la croissance ou des fruits de la production. Parlons de justice sociale, nous ajoutons toujours aussi le qualificatif économique. C'est bien que nous parlons toujours de justice sociale et économique. Et pour nous, la justice sociale et économique, c'est tout ce qui a trait à une jouissance équitable des biens, des services, un accès équitable aux services sociaux de base, si je peux m'exprimer ainsi. C'est aussi une considération équitable de toutes les couches sociales qui composent la société sur plusieurs plans, sur le plan politique, sur le plan économique et sur le plan social, c'est-à-dire dans la vie quotidienne. Qu'est-ce que vous pensez de la situation de nos institutions juridiques en Afrique? Lorsque vous vous rendez compte que la justice ne fonctionne pas dans une société, vous verrez que tous les travers vont suivre et à la longue, l'État ne sera pas en mesure d'assumer ses responsabilités historiques. Voilà, pour revenir un peu aux causes de la malgouvernance et de l'injustice sociale, Monsieur Ouedraogo, vous qui êtes de l'éducation, du domaine de l'éducation de base, est-ce que ce n'est pas un manque ou une faiblesse dans l'enseignement du civisme et de la morale au niveau de l'éducation de base qui crée ce phénomène-là? Il ne faut pas croire que c'est l'école qui crée la société. C'est la société qui engendre une école qui doit correspondre à ses valeurs. La morale et le civisme, ce n'est pas des notions qu'on apprend par cœur. C'est des notions qu'on vit tous les jours. Si, en fait, il n'y a pas de cohérence entre ce que nous disons aux élèves à l'école et ce qu'ils vivent dans leur famille, c'est comme si nous, on construisait dans la journée et que le soir, la famille déconstruit. Donc ça veut dire qu'on n'avance pas. Une chose est d'enseigner, une chose est de vivre et de faire vivre ce qu'on enseigne. Et je pense que c'est d'abord ça qu'il faut qu'on voit. Je voulais appuyer justement ce qu'il dit pour dire que l'exemple aussi est très important. L'élève peut très bien apprendre pour avoir ses points, mais ce qu'il observe est tout à fait primordial. Lorsque vous circulez à Ouagadougou, à 7 heures, vous n'avez affaire qu'aux élèves. Ça veut dire qu'ils sont obligés d'être ponctuels et ils sont ponctuels. Mais à 9 heures aussi, vous voyez qu'il y a des gens qui arrivent au bureau. C'est ce même enfant qui était ponctuel à l'école qui sera retardataire au service. Parce que l'exemple qu'il voit n'est pas propice pour l'application de ce qu'il a appris. Notre vie de tous les jours est aussi un enseignement. Et pour cela, je reviens sur les questions de valeur. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait référence? Est-ce que c'est l'homme intègre qui est respecté en société? Est-ce que c'est l'homme droit qui est respecté en société? Nous constatons qu'aujourd'hui, la référence, la valeur, c'est la situation économique, c'est la richesse. Quand vous prenez par exemple, même dans le monde associatif, la désignation des responsables, ce n'est pas nécessairement par rapport aux compétences, mais c'est quelquefois par rapport au statut social. Sinon, j'allais dire aux capacités financières. Regardez dans les bureaux APE, surtout au niveau rural, qui sont les trésoriers? En général, vous allez trouver que c'est les commerçants du village. Et la mentalité qui est derrière, c'est quoi? On se dit, même s'il lui arrivait de dépenser notre argent, il a les moyens de rembourser. Donc ça dit qu'on admet qu'il a le droit de dépenser. L'éventualité en tout cas qu'il le dépense. Pourvu qu'il soit capable de payer. Alors qu'en principe, c'est dans le village celui qui, même s'il ne lui restait que l'argent des cotisations des parents d'élèves, il mourrait, mais il n'y toucherait pas. Mais on ne fonctionne pas comme ça. Donc ça dit que nous, on a légitimé le droit pour le trésorier de prendre l'argent de l'association pourvu qu'il soit capable de rembourser. L'homme
n'est pas que matière, voilà. Il n'est pas que matière. Il est surtout spirituel. Et tout ce que nous avons dit tout à l'heure, hein, il faut la justice sociale et tout cela. La justice sociale, si elle n'est pas faite sur cette terre-là, elle sera demandée devant le tribunal de Christ. Tout ce que nous faisons là sera demandé devant le tribunal de Christ. Donc c'est hautement plus sérieux d'être juste, d'être intègre. Ce n'est pas seulement pour faire du bien à l'autre qui est mon semblable. C'est pas ça. Tu dois travailler de manière à ce que tu participes à la vie future. Merci beaucoup. Voilà qui est bien dit. Nous allons donner la parole aux citoyens. Micro-trottoir. Ensuite, nous revenons sur le plateau pour en parler. Écoutez ce que disent les uns et les autres sur le sujet de la justice sociale et de la bonne gouvernance. Quelles étaient, selon vous, les causes des manifestations à Marseille en avril dernier? C'est suite à une malgouvernance que la jeunesse a pris conscience. Et je pense que toutes ces manifestations, c'est en vue de rappeler à une prise de conscience. La population inverse. Les gens se grouillent, mais ça ne marche pas. Côté militaire, mutinerie aussi, on sent qu'il y avait quelque chose de caché. La bonne gouvernance y est pour beaucoup. On est tellement fatigué de voir c'est les mêmes données, les mêmes personnes. Et ce qui est le plus important, c'est que rien ne bouge, rien n'avance. Je dirais que ça a été une cumulation d'assez de problèmes et finalement cet éclatement. Ce sont les conséquences d'une malgouvernance et les conséquences d'un manque d'alternance. Le régime en place a pris en otage les économies du pays. On a exprimé d'une façon générale le ras-le-bol burkinabé. Bon, d'un régime qui perdure. Souvent quand tu vas dans les kiosques par exemple, les gens sont frustrés au fond d'eux-mêmes. Mais comme ils n'arrivent pas à exprimer ça, donc ils profitent d'une petite occasion seulement pour exprimer leur ras-le-bol, leur colère. C'est compte tenu même de ceux qui sont devant et ils se disent vraiment des gens qui peuvent conduire le pays dans les bonnes conditions qui ont causé ces genre de trucs-là. Comme vous voyez, c'est la mauvaise gouvernance surtout. C'est-à-dire que quand une plaie ne se soigne pas, quand ça se gangrène, ça grave. Moi je pense que les causes sont très profondes. C'est frustrant quand on entend qu'il y a une croissance économique, alors que chez toi, c'est le contraire. C'est mieux de pouvoir bien répartir cette richesse-là. Les autorités de ce pays n'ont pas tenu aux promesses qu'ils ont faites il y a longtemps. Ça dit c'est des promesses, pas de concret, tout reste à l'état de théorie. La cause profonde là, c'est la mauvaise répartition des ressources. Les gens sont là, ils ont faim. Et pourtant il y a d'autres qui gagnent à manger. Et quand c'est comme ça, c'est un peu compliqué pour se comprendre. Qu'est-ce que vous pensez de ce micro-trottoir qui a été réalisé? Bon, c'est vrai que ça ne donne pas, ils n'ont pas proposé une solution concrète pour la résolution des problèmes, mais en tout cas, il y a eu une prise de conscience. Ils ont parlé de la malgouvernance, ils ont fait l'état des lieux, et je crois que c'est déjà une bonne chose. La leçon que je tire aussi, c'est que depuis ces émeutes, il y a petit à petit un cheminement vers la bonne gouvernance. On a remarqué que le gouvernement tient des points de presse. Et lorsque vous soulevez quelque chose dans la presse, tout de suite, vous voyez qu'il y a une réponse. Mais il faut qu'ils aillent au-delà, il faut qu'ils anticipent, qu'ils n'attendent pas qu'il y ait des plaintes et qu'ils gèrent vraiment la nation de la bonne manière. Les propos m'ont paru en tout cas relativement mûrs par rapport à l'âge en tout cas de ceux qui ont parlé. Donc c'est dit qu'il y a quand même un problème profond qu'il faut essayer de cerner, justement en permettant à ces jeunes-là de s'exprimer d'une autre façon que dans les mouvements de rue. Et donc c'est vraiment bon pour nous, je crois, d'être attentifs à ces propos-là, parce qu'on l'a senti, on ne peut pas parler de manipulation ou de préméditation. Tous ont parlé de façon assez spontanée, assez directe. Donc c'est dit que clairement, ils vivent le problème dans leur chair et ils ont besoin de réponses. Et c'est à nous de savoir les entendre et préparer avec eux, j'insiste, les réponses qu'ils attendent. Les jeunes sont à la recherche d'une bonne gouvernance.
on a remarqué qu'à potentialité égale, la bonne gouvernance fait la différence. Si vous prenez les pays qui ont les mêmes potentialités sur le plan des ressources naturelles, prenez par exemple les pays qui sont à la côte, la bonne gouvernance a fait la différence. Donc les jeunes en sont conscients. Ils savent que nous sommes un pays pauvre en ressources, mais ils savent que la bonne gouvernance pouvait au moins amener une certaine équité dans la société et aurait empêché les révoltes. C'est quoi selon vous la bonne gouvernance? C'est comme vous le dites, la gouvernance, mais avec le qualificatif bonne, qui veut dire qu'il faut gérer sur le plan politique, économique, social, juridique, de manière équitable en respectant par exemple la redevabilité, c'est-à-dire rendre compte, en respectant aussi le principe de la participation, en respectant surtout le principe de la transparence pour vraiment que toute la population puisse s'épanouir, que toutes les couches qui composent la société puissent s'épanouir de manière équitable dans la société, puissent bénéficier des fruits de la production de manière équitable afin de lutter contre la pauvreté. Face à ce que les uns et les autres ont dit dans le micro-trottoir, on est amené à penser que la question de la gouvernance, qu'elle soit bonne ou mauvaise, c'est une question collective. Mais la participation politique est une dimension beaucoup plus importante dans l'injustice sociale. Donc c'est pour mettre l'accent sur ces questions de concertation, de participation, qui peuvent permettre de contourner même les problèmes matériels. Parce que si vous mettez devant les gens les ressources qui sont là, avec le plan de gestion de ces ressources-là, vous avez résolu le problème de moitié. Donc c'est pour dire que, en définitive, ces questions de bonne gouvernance, ces questions de justice sociale, on ne doit pas les laisser aux mains d'une petite catégorie de personnes dans une société. Il faut tout faire pour les descendre au niveau le plus bas possible. Quand je dis bas, ce n'est pas en termes de niveau d'instruction ou de niveau social, mais au niveau le plus reculé, dans les provinces, dans les régions, permettre aux gens de prendre part aux discussions sur les éléments de leur vie. On a fait une étude sur les migrations clandestines des jeunes qui vont en Europe, avec tout ce que vous constatez, des morts dans l'eau. Et quand ils sont allés dans les villages des jeunes, d'où les jeunes partaient, ils ont fait des études. On s'est rendu compte qu'il y a les questions de pauvreté, effectivement, le chômage, le jeune, il a fait l'université, il n'est pas marié, il n'a pas de revenus. Mais le fond, ce qui le détermine à partir, c'est le fait qu'il ne compte pour rien. Il ne compte pour rien, il n'a pas une identité sociale et politique. On a élu des conseillers, lui n'est pas dedans, on a mis en place des commissions, on a beaucoup de choses. Et lui, il n'a pas une existence sociale et juridique. Donc, à la fin, il se demande, mais est-ce que je fais vraiment partie de ce cadre? Et de là, le glissement vers l'envie de partir est vite créé. La foule n'est jamais responsable. Mais est-ce que vous n'avez pas l'impression que c'est nécessaire d'en arriver à là pour résoudre le problème? C'est parce que les institutions en place ne fonctionnent pas qu'on en arrive là. On a tout comme l'impression qu'au Burkina et dans la plupart de certains pays africains, les lois sont exogènes. C'est-à-dire qu'on vote une loi, mais on la met de côté et on vit notre vie de tous les jours en dehors de cette loi. On n'a pas une nation. Vous savez que dans certains pays, lorsqu'on découvre un problème, on dit « Ah, il nous faut une loi ». Et lorsque la loi est votée, tout le monde se dit « Ah, c'est hier, la loi a été votée, il ne faut plus fumer dans les lieux publics » et tout le monde arrête. Ici, c'est tout à fait le contraire. On vote les lois et on ne les applique pas. Il y a une certaine légèreté dans l'application de la loi. Les gens se cachent derrière des pesanteurs, entre griffes, parce qu'il n'y a pas de pesanteur, il y a de l'impunité. Et donc, c'est ça qui fait que les gens en arrivent là. Si les institutions marchent, les gens n'ont pas besoin d'en arriver là. Je frappe ma femme, je ne suis pas inquiétée.
c'est une pesanteur socioculturelle. J'excise ma fille, c'est une pesanteur socioculturelle. Vous voyez, la loi n'existe pas. Je n'envoie pas ma fille à l'école. Non, c'est une pesanteur socioculturelle. Il faut qu'on en découse avec les pesanteurs socioculturelles. Il faut qu'on les appelle des injustices. Il faut que la justice se visse dans toute sa rigueur. Il faut que l'État joue son rôle effectif et applique les lois qu'elle-même a eu à voter pour que, effectivement, nous puissions vivre d'une manière cohérente. En réalité, tout ce qui arrive, en principe, était prévisible et on aurait dû prendre des mesures pour empêcher qu'on en arrive à de tels débordements. Mais soit on a minimisé, soit alors, bon, d'une façon ou d'une autre, on s'est cru suffisamment serein, suffisamment puissant pour dire non, il n'y a rien, on contrôle, etc. Et puis, bon, à un moment donné, on s'est rendu compte qu'en réalité, on contrôlait très peu. Ce qu'il faut dire, c'est simplement qu'on ne peut ni accepter, ni justifier le recours à la violence et à la détérioration de biens et tout ça pour bon, revendiquer ce qu'on veut. Ce n'est pas une forme, ça nous met malgré tout en retard. Si la société civile s'organise, peut canaliser une action, pas violente, mais quand même une action qui est significative et qui attire l'attention du gouvernement, d'accord. Moi, je suis d'accord avec ça. Parce que c'est vrai que si tout le monde est d'accord pour dire que ça ne perd rien, le gouvernement, à moins que ce soit des brutes qui sont à la tête, ils doivent quand même réfléchir par deux fois avant de continuer ce qu'ils font. Les jeunes surtout assimilent la bonne gouvernance quelque part à l'alternance. Il faut quelque part à un certain moment apprendre à changer. Qu'est-ce que vous en pensez? D'une manière théorique, on ne peut pas dire que l'alternance seule suffit à entraîner le bien-être. C'est un élément du bien-être, mais lui seul ne permet pas d'entraîner le bien-être. Il faut que les mécanismes, les institutions fonctionnent comme elles ont été définies pour fonctionner. Nous sommes dans un contexte de démocratie libérale qui consacre la séparation des pouvoirs. Le législatif, l'exécutif, le judiciaire doivent se considérer comme des organes à part entière, autonomes les uns des autres. Donc la question de l'alternance, à mon avis, il faut le considérer ici comme une question spécifique. Parce qu'ici, on fait le lien entre l'injustice sociale et la question de l'alternance. Qu'est-ce que vous pensez que chacun doit faire concrètement pour vraiment travailler à la mise en œuvre d'une bonne gouvernance et une bonne justice sociale? Je propose qu'on règle le problème de l'impunité, sans vengeance. L'État doit œuvrer encore plus dans la redevabilité, dans la transparence, pour plus d'équité dans la société, pour une justice sociale et pour plus de bonne gouvernance. Par exemple, les lois qui sont votées doivent être appliquées. Et à l'endroit des citoyens, j'invite chacun à avoir une pratique de justice sociale dans sa vie quotidienne. Et je lance particulièrement un appel aux jeunes que j'ai entendu tout à l'heure, qui ont un cri de cœur sur la bonne gouvernance et sur la justice, que eux-mêmes doivent être des acteurs de la justice. Parce que vous êtes en famille, vous êtes témoin d'une injustice, vous devez, rien que, ne serait-ce que dans le cercle familial, là, relever que c'est une injustice, même si cette injustice est en votre faveur. Donc, il faut que les jeunes aussi prennent cette conscience, que ce soit les jeunes garçons, que ce soit les jeunes filles. Dans nos enseignements, nous demandons à tous nos fidèles qui sont impliqués dans la gestion de la chose publique, même dans la gestion privée, jusqu'à la gestion du budget de leur foyer, nous leur disons d'être clairs, transparents, d'être sincères dans les opérations, d'être honnêtes dans leurs relations, dans leurs transactions. Nous enseignons cela constamment. Et nous voulons, comme Dieu le veut, il veut des hommes intègres. Des hommes intègres. Comme Job.
Dieu lui-même a rendu témoignage de Job en disant, tu as vu mon homme, Job, il est intègre. Il n'y a pas d'eux dans la région. Il est dit dans le psaume 127 que si Dieu ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si Dieu ne garde la ville, ceux qui la gardent en vain. Toute action humaine est soutenue par Dieu. Merci à chacun de nos invités. C'est sur ces sages conseils que prend fin notre émission. Merci de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous à la prochaine fois et d'ici là, portez-vous bien.